Bonjour et bienvenue dans Le Monde devant soi, le rendez-vous géopolitique de Slate. Je suis Hélène Decomer, rédactrice en chef de Slate et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slate. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Hélène. D'Alain Frachon, éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales. Bonjour Alain. Bonjour Hélène. Et cette semaine, avec nous également depuis l'Italie, Mario Giro, médiateur pour la paix de la communauté Sant'Egidio et ancien sous-secrétaire d'État aux Affaires étrangères sous le gouvernement Renzi. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Le pape François, décédé ce lundi 21 avril, aura profondément marqué la scène internationale. Son pontificat s'est distingué par une diplomatie active, parfois clivante, mais toujours guidée par une volonté de dialogue, de justice sociale et de paix. François était le premier souverain pontife issu du Sud global. Il a appliqué une théologie du peuple, défendant les périphéries, les exclus, les marginalisés. Une position différente des codes diplomatiques traditionnels de l'Église catholique qui a parfois choqué. Quel héritage laissera-t-il ? C'est ce dont on va parler dans cet épisode. Et j'aimerais qu'on commence avec vous, Mario Giro. Vous appartenez à cette communauté Sant'Egidio, qui est une communauté de laïcs catholiques, née à Rome dans les années 70, puis qui s'est étendue à travers l'Europe. Vous avez deux missions principales, la lutte contre la pauvreté et œuvrer à la paix dans le monde. Vous avez donc mené des actions diplomatiques et pacifistes au Mozambique, par exemple, au Libéria, en Algérie pendant la décennie noire, au Kosovo dans les années 90, etc. Vous épaulez le Vatican dans ces domaines, avec plus ou moins d'étroitesse selon les pontificats. Vous avez donc été en lien avec le pape François ces dernières années. Comment est-ce que vous définiriez sa ligne en matière de politique internationale ? C'est un pape global qui vient du Sud, mais qui ne fait pas autant de distinction entre le Nord et le Sud, mais surtout entre les démunis, les plus pauvres et les puissants. C'est pas un pape qui a aimé les puissants, même dans l'Église d'ailleurs. Et au contraire, il a aimé le peuple, vous l'avez dit, la théologie du peuple. Cela a choqué plusieurs fois sur la paix, sur l'immigration surtout, sur le fait qu'il a fait des voyages un peu étonnants en Mongolie plutôt qu'à Paris, par exemple, c'est-à-dire partir des périphéries et laisser de côté le dialogue avec les puissants. Il a parlé aux gens. On verra les fruits de son pontificat par la suite, parce que c'est toujours comme ça. Et il est mort avec une certaine amertume à la fin de ne pas avoir accompli tout ce qu'il voulait. Mais ça, c'est le fait de beaucoup de papes. Même Paul VI est mort comme ça. Vous parlez de la question des migrants. Le pape François avait effectivement placé la question migratoire au cœur de son action. Il a toujours critiqué les politiques restrictives en matière d'immigration et il avait des mots qui visaient à réhumaniser les personnes migrantes. Est-ce que ça a crispé une partie des fidèles ou au contraire a fait peut-être réfléchir ? Est-ce que ce sera ça son héritage principal ? Le pape a été vraiment le pape ami des migrants. Et là, il a eu un succès à l'intérieur de l'Église, surtout chez les fidèles, mais aussi dans le clergé, parce qu'on constate maintenant que même les cardinaux de droite ont pris tous la position d'accueil, d'intégration et de droit de bouger des migrants. Et je pense que ça a été une des grandes victoires de François. L'autre, je pense, c'est les pauvres. Et puis, il y a le discours sur la paix qui est plus contradictoire, plus controversé, je dirais. Alain Frachon, est-ce qu'on peut parler d'un tournant sud dans la diplomatie vaticane avec l'élection du pape argentin ? Je parle sous la surveillance de Mario, mais je crois que c'est un pape qui incarne aussi le déplacement du catholicisme, si on peut parler comme ça. Il y a, je crois, d'après le Vatican, une estimation de 2022, il y a près d'1,4 milliard de catholiques sur Terre, et c'est là où le catholicisme, je veux dire, croît et se développe, c'est plutôt en Afrique, en Asie, en Amérique latine qu'en Europe ou aux États-Unis. L'Europe est une terre de déchristianisation, ce n'est pas suffisant d'ailleurs de dire ça, c'est une terre de plus en plus non religieuse ou religieuse. Les États-Unis, contrairement à ce qui a été longtemps le cas, là aussi, même si l'Église catholique s'y porte bien, mais là aussi les États-Unis connaissent, après l'Europe, un mouvement d'éloignement vis-à-vis de la religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Et donc, François, lui, voilà un jésuite, c'est la première fois, je crois, qu'un jésuite est pape. Voilà un jésuite qui c'est aussi le premier latino-américain, me semble-t-il, qui est pape. Et je dirais que
c'est le premier non-européen Enfin, c'est pas exactement le premier non-européen, puisque j'ai vu, mais ma science est tout à fait récente, elle date de ce matin, qu'au 8e siècle, il y a eu un pape arabe, un Syrien, d'origine syrienne, Grégory III, au 8e siècle, me semble-t-il. Donc voilà, il incarne, de par ce qu'il est, le Sud global ou le pape global, comme disait Mario tout à l'heure, mais il incarne aussi, me semble-t-il, le déplacement du catholicisme. Et j'ajouterai quelque chose dont il faudra parler aussi à son bilan international que vous évoquez, Hélène, c'est l'environnement. C'est l'encyclique sur l'environnement, l'encyclique Laudato Si, était un très beau texte, assez radical, mais qui est aussi là une première prise de conscience venant d'un homme donc, qui incarne une partie de la chrétienté. Jean-Marie Colombani, on a pu entendre parmi les critiques formulées à l'encontre de François et un peu dans la continuité de ce que disait là Alain, que c'était un pape qui n'était pas très intéressé par l'Europe. Par exemple, il avait refusé de se rendre à la réouverture de la cathédrale Notre-Dame de Paris l'année dernière et des voix s'étaient élevées, notamment dans les milieux conservateurs, arguant que François détesterait la France. Bon, est-ce que plus largement c'est parce qu'il avait d'autres priorités que l'Europe ? Non, mais je pense que c'est ce qu'a expliqué Mario tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un pape qui ne se reconnaissait pas dans les puissants et qui recherchait au contraire l'écoute et l'appui de ce que l'on appelle le peuple, parce que le peuple, ça peut recouvrir différentes conceptions du peuple. Mais là, par exemple, sur la France, c'est intéressant parce que il avait déclaré que son attention portait sur les périphéries. Donc, il est allé à Marseille, ville par définition où la mixité, la diversité est visible. Il est allé à Strasbourg, ville frontière, et il est allé en Corse, qui est évidemment une entité très particulière, plutôt que d'aller à Paris au milieu de la cohorte des chefs d'État et de gouvernement qui étaient là pour la réouverture de la cathédrale Notre-Dame. Alors ça peut vexer un certain nombre de Français, mais en même temps, le message était très clair. Ils se reconnaissaient davantage dans la façon dont les Corses, par exemple, vivent à la fois leur laïcité et leur religiosité, plutôt que dans le cérémonial et le cortège officiel qui était convié à Notre-Dame. Je pense que ça le définit assez bien. Je pense que Mario sera d'accord avec ça. Mario Giraud ? Oui, tout à fait. Dire que le pape n'aimait pas la France, c'est porter un regard très franco-centré, disons. Le pape aimait la France, aimait les Français, il l'a démontré plusieurs fois, mais il n'est pas venu à Paris comme il n'est pas allé dans beaucoup de capitales. Il n'est pas allé à Berlin ou autres capitales, sauf Rome, mais Rome, il y habitait. Il n'a pas aimé les puissants, il a été en contraste avec les puissants en général. Il n'a jamais caché cela, avec son caractère argentin aussi très, très clair, très direct. Et il s'est choqué avec beaucoup de présidents, etc. Et il a été aussi sévère avec les puissants de l'Église. Alors là, on peut trouver à l'intérieur, disons, ceux qui ont senti le clivage, ce sont plutôt ceux qui ont du pouvoir, plutôt que le peuple. Sa visite à Ajaccio a été une visite fantastique, une véritable visite populaire, comme on l'a vu. Et même à Marseille, il était très, très content. Jean-Marie Colombani ? On peut aussi, alors là, on entre dans un grief peut-être un peu plus fort. Beaucoup en Europe n'ont toujours pas compris l'attitude du pape vis-à-vis de la guerre que la Russie mène en Ukraine, où là, il a paru négliger la responsabilité russe et au contraire mettre en cause l'OTAN qui n'a rien à voir dans le déclenchement de cette guerre, et avec un argumentaire qui ressemblait plutôt à un argumentaire, j'allais dire l'argumentaire classique anti-américain, sauf que Trump, entre-temps, a changé de camp et aujourd'hui plutôt du côté russe. Mais comment expliquer cela, cette distorsion dans l'attitude du pape entre un pays, l'Ukraine, qui est agressé et qui donc se défend, et la Russie qui agresse, mais qui néanmoins bénéficie de l'indulgence du pape, à moins qu'il n'y ait eu aussi en arrière-plan les liens entre l'Église orthodoxe et le chef de cette Église orthodoxe russe, Kirill, et la papauté et le Vatican, je ne sais pas. Mario Giraud, vous souhaitez répondre ? Je dirais pas ça. Le pape a toujours prié et toujours parlé pour l'Ukraine. Il n'a jamais pris parti pour les Russes. Il a essayé deux choses. La première, c'est de détacher Kirill du césaropapisme orthodoxe, ce qui n'a pas eu des effets, mais il l'a essayé. Et ça, c'était important à essayer, surtout parce que quand on connaît la complexité des églises orthodoxes ukrainiennes, parmi lesquelles il y a certaines qui sont liées à Moscou du point de vue ecclésiologique. L'autre chose qu'il a essayé, c'est de partager deux moments.
L'autodéfense est légitime, mais pas la narration de la victoire. Pour être clair, ce que le pape n'a jamais admis, c'est la narration de la victoire qui est intervenue après Bucha avec Boris Johnson et tout l'Occident, qui a commencé à dire qu'il fallait casser la Russie, qu'il fallait punir la Russie et qu'il fallait gagner la guerre comme seule solution, et en mettant de côté toute possibilité de solution diplomatique. Ça, le pape a été complètement dans la ligne de ses prédécesseurs en délégitimant la guerre comme instrument, comme outil pour résoudre les conflits et les crises, etc. Donc ce n'est pas une question morale ou de prendre parti pour l'un ou l'autre, mais c'est contre l'instrument, l'outil guerre, qui est délégitimé aux yeux de la papauté depuis Benoît XV, quand, pendant la Première Guerre mondiale, il disait « c'est un massacre inutile », il se faisait critiquer par l'archevêque cardinal de Paris, et l'Aurore écrivait « le pape Bosch ou Pilate XV ». Alors, ça n'émeut personne à Rome, dans le sens Rome de la papauté, les critiques sur la guerre, parce que ça est déjà arrivé il y a un siècle, et ça a continué. Rappelez-vous, Jean-Paul II qui se met contre la guerre en Irak. Donc, c'est la narration de la victoire que le pape a totalement refusée. Il n'y a pas de victoire, d'ailleurs, en géopolitique contre une puissance nucléaire. Il n'y a pas de victoire possible. Donc, le pape ne pense pas que le monde peut vivre mieux sans la Russie. La Russie existe et il faut la tenir en compte, même quand elle commet des choses inouïes comme l'agression à l'Ukraine. Alors, c'est la narration de la victoire qui n'a pas été acceptée par le pape. Cette narration de la victoire qui continue encore aujourd'hui, comme quoi il faut gagner contre la Russie, une victoire impossible. Et il a dit toujours, c'est le sang des Ukrainiens qui coule, c'est pas le sang des Européens. Oui, et il a eu cette déclaration en mars 2024, donc 2 ans après la nouvelle invasion russe du territoire ukrainien. Quand on voit qu'on est vaincu, que ça ne va pas, il faut avoir le courage de négocier. Et cette déclaration-là a détonné. Le discours du drapeau blanc. C'est ça. Alain Frachon, comment est-ce qu'on peut comprendre cette phrase-là ? Eh bien, écoutez, il faut la resituer dans un climat qui est celui de notre époque, qui est un climat de polarisation politique. Peut-être le pape ne pouvait-il pas tenir ce discours-là. Mais essayons, non pas de le nuancer, peut-être qu'en tant que guide spirituel, il ne pouvait pas dire autre chose. Je crois que le discours qui a été tenu en Europe, ce n'était pas de gagner la guerre. C'était que la Russie perde quelque chose. C'était que la paix en Europe suppose que l'agression ne paye pas. Et des guerres, la Russie en a perdu, même lorsqu'elle était une forte puissance nucléaire. Les Afghans ont chassé les Russes au bout de 8 ou 10 ans de guerre. Elle en a déjà perdu. Et donc, je crois que la question du chantage nucléaire qu'a immédiatement avancé Poutine dès la première semaine de son agression, eh bien, si on y avait répondu, si on ne l'avait pas pris comme une manœuvre, les Russes seraient à Kiev, les Russes auraient mis un gouvernement à leurs bottes à Kiev, il y aurait eu 30, 40 000 ou 100 000 déportés d'Ukraine pour aller peupler des camps d'internement en Russie. Et donc la question, c'était pas tellement de vaincre la Russie, elle sera là demain. L'armée ukrainienne ne va pas vaincre la Russie non plus. Tout le monde sait bien qu'elle n'est pas en mesure de reconquérir les territoires du Donbass, ni même la Crimée. Mais la question était qu'elle soit suffisamment forte avant d'aller à la table de négociation. Parce que les Russes n'ont pas changé d'objectif. On pourra tenir tous les discours, si vous voulez, diplomatiquement, spirituellement, politiquement, les plus élevés. La situation, elle est très simple. Si les Ukrainiens n'arrêtent pas les Russes iront à Kiev. Parce que c'est Kiev qu'ils veulent. Ce n'est pas le reste, c'est pas le Donbass, c'est Kiev qu'ils veulent. Ils ont besoin, disent-ils, de reconstituer ce qui a été l'Empire russe et disent-ils d'une ceinture de sécurité qui comprend la Géorgie, la Biélorussie et surtout l'Ukraine. Et donc, paix, guerre, bien entendu, je conçois que le pape ne puisse pas tenir un discours qui soit en tant soit peu belliciste, mais il s'agit pour un pays de défendre une indépendance que les Russes s'étaient engagés à garantir lorsque, geste de paix peut-être, les Ukrainiens ont remis les armes nucléaires de l'Union soviétique qui étaient sur leur territoire, ils les ont remises à Moscou, ces armes nucléaires. Et en contrepartie, la Russie s'était engagée à respecter et à faire respecter les frontières de 91.
Il y a eu un autre conflit majeur sur la fin du pontificat du pape François, c'est la guerre à Gaza. Le souverain pontife a dénoncé l'arrogance de l'envahisseur en Palestine et il a dit son émotion pour les enfants mitraillés de Gaza. En parallèle de ça, il a plusieurs fois condamné les massacres du 7 octobre commis par le Hamas. Mario Giraud, est-ce qu'on peut dire que François était un pape pro-arabe ? Non, c'était un pape qui est contre la guerre et donc aussi contre la guerre à Gaza, et les pouvoirs européens qui font tout le discours sur la Russie méchante, etc., n'ont pas une parole sur la question de Gaza et ils se taisent. Et là aussi, le pape n'a jamais accepté, ce double standard typique des Occidentaux, qui font les guerres illégales, par exemple en ex-Yougoslavie, du point de vue juridique, je le dis, en divisant mauvais et bon, et font les guerres illégales, par exemple, en Irak, et après se plaignent quand les autres font la même chose. Ça, le pape regarde du Sud, et ça, c'est le regard des Brésiliens, c'est le regard des Mexicains, c'est le regard des Africains, c'est le regard aussi des Asiatiques, c'est ça, essentiellement. Je parle des gens, Allez interroger les gens et regardez qu'est-ce qu'ils pensent de la Russie. C'est-à-dire, ce que dit Alain Frachon est juste, mais eurocentré. Là, il trouve une limite. Et le pape allait au-delà de cette limite, c'était le discours global, et la paix ne peut pas être seulement la paix qui intéresse aux Occidentaux quand ça leur intéresse, et quand ça leur intéresse pas, alors on s'en fiche. Ça, le pape n'a jamais accepté. Et c'est vrai que les Européens se plaignent du fait que le Sud global n'a pas été très solidaire de l'Europe dans ce conflit avec l'Ukraine. Mais là, je rejoins tout à fait, absolument. Devrait-il Exactement, je rejoins tout à fait ce discours. De leur point de vue, je demande pourquoi devrait-il ? Qu'a fait l'Europe pour eux ? Tout à fait. C'est ça aussi. C'est ce monde dépaissé en morceaux. Le pape l'avait dit à l'avance, la guerre par morceaux. Mais nous, on n'a pas écouté. Et la simultanéité. Puis quand ça nous intéresse, nous réagissons. Mais quand ça ne nous intéresse pas, Myanmar, par exemple, est-ce que ça nous intéresse ? Mais quand ça touche nos poches, ou c'est proche de nous, je vais vous dire un petit récit personnel. Moi, maintenant, je parle de moi, pas du pape. Quand Sant'Egidio était en train de faire la médiation au Kosovo, entre les Serbes et les Kosovars, et les Américains avaient déjà décidé la guerre, mais ça, on l'a su après, comme toujours font les Occidentaux. Et l'ambassadeur russe à Belgrade m'avait dit, si vous reconnaissez le Kosovo hors des règles des Nations Unies, et à l'époque, la Russie était avec nous encore, c'était le G8, nous allons reconnaître l'indépendance et nous allons annexer la Crimée. Ils l'ont fait 25 ans après. Et les gens du Sud ils perçoivent la chose de toute une autre manière. Le pape c'était un Argentin, c'est pas ma faute. Oui, et il a été finalement le reflet de lignes de fracture très très actuelles dans la géopolitique et la distribution mondiale actuelle en fait. En cherchant de garder l'unité, parce qu'avec l'Europe, il a été très déçu, parce qu'il a fait beaucoup de discours sur l'Europe et il voulait que l'Europe réagisse d'une autre manière, digne de ses valeurs. Et par exemple, sur Gaza, vraiment très, très déçu. D'ailleurs, vous avez vu la réaction de Netanyahou qui a fait effacer tous les messages de deuil, qui n'a pas réagi, etc. Il a considéré le pape comme un ennemi. Sauf le président de la République d'Israël, M. Herzog, oui, qui a heureusement maintenu son message. C'est dommage, parce que là, par exemple, tout un travail énorme qui avait été fait entre les chrétiens, les juifs, les catholiques et les juifs, s'est arrêté soudainement sur cette chose. C'est très grave ce qui se passe à Gaza et personne n'a le courage en Occident de dire quelque chose, sauf par petits brins. Hier, heureusement, le rabbin-chef italien est venu s'incliner devant le pape. Ça, c'est déjà une chose. Merci beaucoup Mario Giraud d'avoir participé à cet épisode. Merci Jean-Marie Colombani, merci Alain Frachon. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode du Monde devant soi. Le Monde devant soi est un podcast produit par Slate Podcast. Production éditoriale et présentation, Hélène Decomer. Prise de son, montage et réalisation, Marius Sor.